Nous vous présentons ici une évocation du vieux Malocène. Nous sommes au pays du Ventoux. Nos ancêtres l'ont sans doute adoré. De nos jours, je ne connais pas d'habitants de ce pays qui ne le salue du regard à toute occasion. Contrairement au versant sud, le versant nord est escarpé, le paysage tourmenté. Les falaises n'y sont pas rares. De ces escarpements jaillit la source du Gros-Eau. On voit ici son vallon avec la vieille chapelle que Clément V a affectionnée. Mais cette belle eau vive est une grande richesse dont Malocène a profité pour ses arrosages et aussi grâce à ses nombreux moulins d'antan. Malocène est là sur sa butte, une énorme butte de safre. Le safre, c'est une pierre facile à tailler, faite de sable aggloméré et que les habitants ont su utiliser. Cette butte de safre est protégée à l'est par la vallée du Gros-Eau et à l'ouest par le vallon de la Gorgerette. Quand on arrive de Carpentras, première chose que l'on voit, c'est l'église avec ses allures de forteresse. Et à côté de l'église, le portail Soubeyran, ou la porte Soubeyran, une des 4 portes du pays du temps des papes. Le terrain vous paraît certainement bien plat, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les Malocéniens, avant la fin du XVIIIe siècle, avaient beaucoup de mal à rejoindre leur village quand ils rentraient de Carpentras, car à l'emplacement que nous voyons, il y avait une grosse crête de safre. Une crête qui reliait la butte où se trouvait le château que vous avez vu tout à l'heure, à la montagne qui se trouve actuellement à notre droite. Nous en trouvons des traces sur le mur en face de la porte. Tout ce que nous voyons ici, c'est du safre. C'est du safre qui a été taillé pour que les habitants puissent circuler commodément autour de leur ville, et en particulier en venant de Carpentras. Avant la fin du XVIIIe siècle, le voyageur arrivait donc par un chemin fort étroit que voici. Une plaque en fait foi, il est bien marqué, ancien chemin de Carpentras. C'était la grande route. Et encore, telle que nous la voyons, elle a été aménagée à la fin du XVIIIe siècle parce que la pente y était trop forte. On comprend que nos archives fassent état d'accidents entre le chemin de Carpentras et la porte Soubeyran. Mais revenons à l'église. Ces sortes de portes rectangulaires que nous apercevons, ce sont les contreforts. Quand elle a été construite, ou tout au moins quand on a commencé à la construire au XIVe siècle, on a mis des contreforts qui étaient dégagés par rapport aux toitures. Et puis, au temps des Huguenots, on a jugé bon de relier les contreforts par des casemates, elles-mêmes surmontées d'un chemin de ronde. De là, ces murs très hauts qui semblent donner à Malocène un air rébarbatif. Mais au pied de la muraille, nos ancêtres ont pensé aussi à tous ceux qui avaient besoin de se chauffer au soleil. Et ils ont fait ce que nous appelons le plus grand banc du monde, car il longe toute l'église. Les grosses pierres, ces grosses pierres accueillent beaucoup de gens au printemps quand le soleil commence à chauffer. Voici
le grand portail, c'est-à-dire la face ouest de l'église, XIVe siècle. La porte est bardée de fer depuis le XVe siècle. Au-dessus, le linteau ne laisse voir aucune sculpture, car il a été ciselé, comme on disait, en 1792. De chaque côté de la porte, des voussoirs sont ornés d'animaux fantastiques. Là, deux monstres qui se disputent une tête de mort. Ici, un autre animal à tête d'homme, avec, semble-t-il, un crâne dans la main ou dans la patte. Ces voussoirs semblent encore attendre un portail couvert qui n'a jamais existé. Mais sur cette face ouest, nous voyons aussi des restes du rempart. L'épaisseur, d'environ 1 mètre, montre que nos ancêtres avaient besoin de sécurité et savaient s'y prendre. Voici la partie intérieure des remparts, et tout à côté, une porte bouchée, une porte romane. Et pourtant, elle n'est pas de l'époque romane. Pas plus que ces motifs curieux dont on retrouve les frères à la cathédrale de Vaison et à la chapelle du Gros-Eau. Ce sont des motifs d'inspiration romaine qui ont dû être pris dans un autre monument. Car cette porte n'a été ouverte qu'en 1574, parce que la grande porte étant murée, il fallait aux Malocéniens avoir la possibilité d'entrer dans leur église par une issue plus pratique que celle que vous allez voir maintenant. À gauche, on remarquera encore du safre qui a dû être coupé, lui aussi, pour aménager le passage. Alors, tout près de l'église, une deuxième porte, la porte du Roux, ou porte Chaberlin. Elle n'est pas large, comme vous avez vu, elle est surmontée de machicoulis qui date du XVe siècle et d'une niche ainsi que d'une inscription. Je dis qu'elle n'était pas large, eh bien au XVIIIe siècle elle a dû être élargie parce que les charrettes ne pouvaient pas passer. Les charrettes c'était un engin encore moderne à l'époque, il y en avait fort peu, mais il y en avait. Il a fallu élargir la porte en 1746. Quant à l'inscription, le conseil de ville à l'époque a bien noté qu'il fallait la conserver précieusement parce qu'il semblait que c'était un souvenir de nos aïeux. Autrement dit, cette inscription a paru bien mystérieuse à nos édiles de 1746. Pour eux, en effet, 1363 était une date très ancienne, car cette plaque commémore la construction des remparts en 1363. Derrière la porte Chaberlin, une autre niche dans laquelle on voit une petite statuette de la Vierge, statuette qui est plus récente, mais qui convient bien
au site. Mais déjà, nous voyons une grande muraille, des fenêtres Renaissance, un portail, c'est ce qu'on appelle l'hôtel de l'Espine. Plus couramment maintenant, on dit Saint-Michel, parce qu'il appartient à l'association paroissiale. Cet hôtel de l'Espine, il date sensiblement du milieu du XVIe siècle, et il a abrité une très vieille famille qui existait au XIIe siècle. Dans ce temps-là, on disait das Pina, ils étaient très nombreux, et juste avant la Révolution, vous auriez pu voir devant cette porte un capitaine de dragons du régiment de Custine, car les nobles de l'époque servaient volontiers dans les armées du roi de France. Ce capitaine était aussi seigneur de Beaumont par son mariage avec une demoiselle dont le frère était évêque de Vaison. Ce capitaine est le dernier seigneur de Beaumont. Son beau-frère a été le dernier évêque de Vaison. Voici cette demeure vue de la cour. Nous voici de nouveau dans la rue Chaberlin. On notera son étroitesse, et pourtant, il semble bien que, dans le temps, les rues étaient encore plus étroites que ce que nous voyons. Nous le comprenons à un certain nombre de textes. Et nous voici arrivés sur ce qu'on appelait la place, ou la place Notre-Dame. En 1270, sur cette place, on tenait le Parlement général des chefs de famille. Tous les chefs de famille se réunissaient pour délibérer. Mais, plus récemment, de 1741 à 1966, s'est trouvé l'hôtel de ville, comme vous le voyez. Dans cette bâtisse, maintenant un peu âgée, il s'est produit beaucoup d'événements. Il y a eu le grenier à grains, les grains de la communauté. Il y a eu, sous la Révolution, la prison. Mais en face, vous voyez une vieille porte, très belle, surmontée d'un balcon à Cariatide, ou plutôt à Atlante, avec une belle grille. Cette maison, une vaste demeure, avec de nombreux communs, a peut-être été un hospice. En tout cas, à la Révolution, elle se trouvait entre les mains d'Antoine Barnoin, dont vous voyez les initiales, qui était notaire. Auparavant, la maison avait appartenu à la famille de Martinel, une très vieille famille de Malocène, et puis à la baronne de Saunier. C'est pour ça qu'on l'appelle l'hôtel de Saunier. Ici, quelques décorations en souvenir d'un oratoire qui a existé pendant 2 siècles, Notre-Dame de Consolation. Nous voici de nouveau dans la Grande Rue, et nous y voyons une échoppe, avec des grandes pierres pour étaler la marchandise, mais il n'y a plus les auvents qui nous sont signalés au XVIIIe siècle, et qui pratiquement rejoignaient ceux qui se refaisaient face, au point qu'il y a eu une espèce de guerre des auvents. Il s'agissait de savoir si on n'allait pas les supprimer, car la Grande Rue, qui est si étroite, finalement était impraticable. La même échoppe, vue de l'autre côté, et ici, un hôtel, enfin bien modeste, l'hôtel de la Pomme d'Or. Sa porte, qui est disparue maintenant, portait le millésime 1572. Là, à la Révolution, était Félix Berger, qui devait devenir le cuisinier d'un grand ambassadeur bien connu, le comte de Fersen,
Et s'il est connu, c'est pas par sa charge d'ambassadeur, mais c'est parce qu'il était le chevalier servant de Marie-Antoinette. Et maintenant, nous sommes devant une maison peut-être la plus vieille de Malocène, puisqu'elle a appartenu à la famille de Brancas jusqu'en 1531. Et plus tard, à partir de 1748, à M. de Johannis, médecin de Louis XV. Il a été médecin de Louis XV vers 1745. Et puis il s'est retiré à Malocène, et il paraît que cette maison était admirablement ornée intérieurement. En tout cas, il y reste encore de belles boiseries. Nous avons repris la Grande Rue, et nous arrivons à un emplacement un peu plus large, la place des Martinelles. Mais c'était autrefois encore la Grande Rue. C'est seulement en 1827 qu'on a décidé, après 50 ans de discussion, de l'élargir. C'était, et ça a toujours été, le centre commercial de Malocène. Enfin, je dis toujours, jusqu'à ce que le centre se déplace vers la porte Cabanette, que nous verrons tout à l'heure, et le Cours moderne. Et là, voici la Grande Rue qui continue en direction de l'église. Un vieux porche, qui a été celui d'un notaire, qui s'appelait Roland, à la fin du XVIIIe siècle. Car il y avait 7 notaires à Malocène à l'époque. Sa maison était directement sous le beffroi. Ce beffroi date de la fin du XVIe siècle, de la fin du XVe siècle, excusez-moi, marche toujours. Nous voici descendus à la place Neuve. Cette porte est celle qu'a construite vers 1755 un notaire qui s'appelait Charras, il y a beaucoup de Charras ici, et à la Révolution, son fils l'avait toujours. Son fils a représenté Malocène à l'Assemblée représentative du comtat venessin au moment de la Révolution. Mais déjà, nous avons franchi la porte Cabanette et nous apercevons le lavoir. Nous sommes sur le Cours. Le Cours, eh bien, il date de 1860. Le terrain a été acquis par la ville pour faire ce qu'on appelait une grande promenade. La voici. Évidemment, maintenant, elle est ornée de beaucoup de voitures et elle a perdu une partie de ses platanes. À l'autre extrémité, une fontaine, une vieille fontaine. Il y en avait 2 sur le Cours. Elle a été déplacée, malmenée, mais les Malocéniens tiennent à ce qu'elle coule encore. Et voici un endroit où on retrouve les remparts. Vers 1828, on a voulu sortir un peu des remparts et ne pas se limiter aux quelques portes qui existaient. Alors on a creusé, on a ouvert des rues, mais ici on n'a pas pu. Alors on a fait seulement un passage. Et on a appelé ça le passage de l'Ange ou le passage de l'âne. Personne ne sait ce qu'il faut en penser. Ce passage, eh bien, il est tout proche d'une vieille tour qu'on appelle la tour Constance et qui a été transformée en maison d'habitation. Mais malheureusement, il est difficile d'en retrouver le contour parmi tous ces murs qui, il faut bien le dire, sont un peu fantaisistes. Voilà, on peut supposer que c'est le haut de la tour que nous venons de voir. Et maintenant, il nous faut conclure. Nous avons vu quelques vieilles pierres, pas toujours spectaculaires, pas toujours faciles à trouver. Le promeneur ne trouvera que ce qu'il cherche. Mais s'il a un peu de patience, il pourra trouver beaucoup de choses. Ah, fini là.